Merci Pierre. Bonjour à toutes et à tous. C'est pour moi aussi un très très grand plaisir, mais qui est toujours renouvelé parce que je viens à peu près tous les 2 ans ici au Québec et je ne suis jamais déçu. C'est d'ailleurs pour ça que je reviens. Oui, la problématique effectivement du lien entre la géométrie, du SIG, qu'on dit nous, chez nous en France, mais ça adopterait la terminologie ici qui me convient très bien. C'est un sujet très prégnant aujourd'hui parce qu'on parle beaucoup de BIM et de maquette numérique en France, mais il n'y a pas qu'en France qu'on en parle. Je m'aperçois en faisant ma veille qu'on en parle aussi au Québec. Il y a peut-être un petit peu moins de discours autour de tout cela actuellement, mais ça va aller très très vite, on est dans le sens de l'histoire. Voilà. Alors juste un petit point pour expliquer mon parcours, quelques logos en tant que tel. Donc effectivement, la charte 3D hockey, c'est quelque chose qui m'a tenu toujours beaucoup à cœur. C'est pour ça aussi que j'avais proposé à la ville de Montréal et à l'EGQ de participer et ça leur a semblé une évidence naturelle de le faire. Ça c'est au cœur du métier parce que l'éthique, c'est déjà quelque chose de base dans l'être humain, c'est quelque chose d'important quand on fait de la modélisation 3D. Et aujourd'hui, c'est aussi quelque chose d'important dans le BIM et la maquette numérique. On a évoqué la charte internationale d'éthique de la 3D, j'ai aussi participé à la rédaction, à partir des bases de la charte d'éthique qui avait été faite, à la charte d'éthique BIM qui a été faite en France et qui est disponible sur le site internet de Média Construct, qui est le chapitre francophone de Building Smart International. Bon, je suis adhérent de la GMQ, je n'ai pas vérifié, mais je pense que je dois être le seul Français adhérent de la GMQ. Et il en faut aussi, c'est important. Voilà. En France, la GMQ a un équivalent qui s'appelle la FIGEO, l'Association française pour l'information géographique, qui a d'ailleurs une convention de partenariat avec la GMQ. Je viens plus souvent au Québec que la FIGEO ne vient au Québec, mais bon, je fais un représentant tout à fait crédible étant dans les deux. Je suis aussi adhérent du chapitre francophone qui est Média Construct, parce que travaillant maintenant dans le BIM et la maquette numérique, c'est assez logique de travailler avec eux. Je suis adhérent depuis cette année à CanBIM, parce que ce qui se passe au Québec, au Canada plus précisément, m'intéresse, parce que c'est en faisant aussi de la veille en tant que consultant que je peux donner, moi, un conseil, une prospective à mes clients qui soit de meilleure qualité. Je suis adhérent aussi Synovaity, c'est une fédération, nous avons 2 fédérations patronales en France, donc en tant qu'entrepreneur, je suis adhérent à l'une d'entre elles, et le représentant pour cette fédération de tout ce qui touche au BIM et à la maquette numérique. Je fais partie de la CRIJ Normandie, qui est l'équivalent qui est porté par la région, qui permet de fédérer au niveau de la région Normandie tout ce qui se fait dans le domaine de la géométrie, vis-à-vis des collectivités, des entreprises privées, localement, régionalement et même en lien avec le national, puisqu'un organisme comme l'IGN est aussi partenaire de la CRIJ Normandie, donc ça aussi c'est important sur le terrain. Projet National Mind, c'est un projet national de recherche, vous pourrez aller voir, c'est un projet national qui est devenu un projet national de référence, mais pas qu'en France, aussi à l'international, qui s'intéresse, autant Média Construct s'intéresse à la problématique du BIM et de la maquette numérique pour le bâtiment, et essentiellement le bâtiment, avec les formats IFC, formats d'échange IFC, autant Mind s'intéresse à ce sujet-là, mais aussi pour les infrastructures, que ce soit l'infrastructure linéaire, souterraine, que ce soit les ponts, les tunnels, etc. Donc je suis partenaire, ma société est partenaire de ce projet-là et participe activement à des groupes de travail. Je m'intéresse depuis longtemps à l'open source, donc l'OSGOFR, j'ai participé à la création de l'OSGOFR, je suis régulièrement ce que fait l'OSGOQC, parce que l'open source a une part importante dans la géométrie. Puis le Vimage, je suis aussi le représentant de Vimage ici aujourd'hui, mais le Vimage c'est une association normande. Les Québécois ne pourraient pas être adhérents de Vimage parce qu'il faut obligatoirement avoir un siège, vous m'en excuserez, mais il faut obligatoirement avoir un siège social en Normandie pour être adhérent à cette association-là. C'est une association professionnelle qui regroupe des entreprises, mais aussi des organismes publics qui travaillent de près ou de loin dans le domaine de la 3D, de la modélisation, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, il y a l'impression 3D, le scan laser, etc. Tout ce qui touche à la 3D de près ou de loin est regroupé. Pourquoi faire une association comme ça de plus? Simplement, déjà à la base en Normandie, ça permet aux acteurs qui sont sur le territoire de se connaître
parce que la plupart ne se connaissaient pas, et pouvaient être à quelques kilomètres l'un de l'autre et ne pas travailler ensemble. Et puis Bego a évoqué le réseau BIM normand, qui est une création qui a à peu près 2 ans, 2 ans et demi, mais que c'est une structure complètement informelle qui fonctionne bien, qui réunit de nombreux partenaires autour du BIM et de la maquette numérique, mais c'est informel et nous n'avons pas encore de logo et je ne sais pas si nous en aurons un jour. Enfin, c'était pas notre préoccupation première. Quelques précisions de vocabulaire, parce que quand on parle de BIM et de maquette numérique, pour moi c'est essentiel de parler de la même chose. Trop souvent on a des définitions différentes, donc je suis allé chercher une définition du BIM. Le BIM est une représentation numérique des caractéristiques physiques et fonctionnelles d'un bâtiment qui sert de plateforme de partage de connaissances et de données, en plus d'être un outil d'aide à la décision durant le cycle de vie d'un projet. Ça, c'est la définition que j'ai retirée du kit d'application du BIM à la Société québécoise des infrastructures, définition qui date de septembre 2016. La Société québécoise d'infrastructures, il y a un certain nombre de documents qui parlent du BIM, des projets en cours, etc., qui sont assez intéressants. Il y a un glossaire. Alors je ne partage pas tout à fait la définition, c'est un peu pour ça aussi que je l'ai mise. Nous, on a notre définition en France qui a été proposée par le Moniteur. Le Moniteur, c'est un magazine professionnel dédié bâtiments et travaux publics qui est très très lu en France et qui a proposé une définition en 2014. Le BIM est une organisation qui développe des processus permettant de construire un modèle partagé et interopérable sur l'ensemble du cycle de vie du projet, basé sur l'ensemble d'objets auxquels sont associées les informations. Il faut le lire d'une traite sans respirer, c'est une belle phrase. Ceci étant, tout est dedans. C'est pas facile à comprendre, mais tout est dedans. Je reconnais que c'est plus précis que la définition du dessus, qui est une définition qui limite complètement le BIM à la problématique du bâtiment, ce qui est, à mon sens, tout à fait regrettable. Alors la géomatique, dans cette définition-là, on n'en parle même pas. La maquette numérique, je suis resté dans le guide d'application de la SQI, le regroupement de toutes les informations d'un bâtiment à un seul endroit. Ces informations sont contenues dans les éléments de la maquette et peuvent ensuite être visualisées, modifiées, vérifiées ou extraites, ce qui est tout à fait exact. J'ai fait un petit schéma pour bien définir le BIM. Donc le BIM, à la base, c'est Building Information Modeling. Il y a quelques personnes en France, il y a 2, 3 ans, 4 ans, qui ont fait une tentative malheureuse de vouloir traduire l'acronyme en faisant bâtiment à information modélisée. Bon, ils se sont pris une volée de bois vert parce que c'était, encore une fois, réduire complètement au bâtiment. Puis un acronyme comme celui-là, ça ne se traduit pas. Je crois qu'il faut l'utiliser tel quel. Et puis je crois savoir que to build, en anglais, c'est l'acte de construire, ce n'est pas simplement le bâtiment lui-même. Donc le BIM, c'est aussi c'est un modèle. Donc c'est la version, le M, c'est modèle, modeling management. Je vous laisse lire ce qui est écrit dessus. Je crois que ça résume assez bien ce sujet-là. Et encore une fois, ça concerne toutes les infrastructures au sens large, que ce soit du bâtiment, des travaux publics, et j'ajouterai de la géométrique. Donc je résume, le BIM est un processus collaboratif, il ne faut jamais l'oublier. La maquette numérique, elle, est une base de données qui est partagée et évolutive. Donc là, j'explicite un petit peu les définitions du moniteur. Composée de la synthèse de l'ensemble des modèles métiers. Et puis voilà un petit exemple. Je l'ai gardé sur le bâtiment parce que j'avais ces informations-là qui étaient ici. Mais voilà. Donc bien garder à l'idée que le BIM est un processus collaboratif, une manière de travailler ensemble, qui est très très nouvelle dans le bâtiment et les travaux publics, qui n'est absolument pas dans le domaine de l'industrie automobile, de l'aéronautique, de l'aéronaval ou autre. Ça fait des années qu'ils travaillent de manière collaborative. On ne construit pas une voiture aujourd'hui sans avoir modélisé sous forme de maquette numérique le moindre écrou et le même boulon. Et le travail se fait de manière collaborative depuis les études initiales jusqu'à la construction à la sortie. Et d'ailleurs, je vais vous faire une confidence, je soupçonne certains constructeurs automobiles d'utiliser la maquette numérique pour bien visualiser la manière dont le moteur va être enchâssé dans la voiture pour que des bricoleurs comme moi ne puissent même pas changer une ampoule ou un LED. Sans se coincer les doigts devant. C'est du vécu. J'ai donné un petit exemple de maquette numérique de bâtiment. Là, c'est... je ne me suis pas lancé dans la démo du visualisateur en ligne, j'aurais pu, mais ça m'aurait pris un peu plus de temps, puis je me serais fait remonter les bretelles pour le dépassement de temps.
au moins par Luc, donc je suis assez prudent maintenant. Là, c'est un exemple de maquette numérique que m'a fourni un bureau d'études. C'est une station de métro dans une ville française avec le tunnel. Donc on est typiquement dans un processus collaboratif avec une maquette numérique qui est aussi bien bâtiment qu'infrastructure, puisqu'on a du génie civil, et qu'il vaut mieux que le tunnel corresponde très très bien à l'arrivée des quais dans la station de métro. Donc voilà, et que derrière on a des informations qui sont associées, et en cela on rejoint bien la géométrie, ce qu'elle fait depuis des années, c'est-à-dire qu'on a une base de données attributaire derrière avec des informations qui fait que quand on clique sur un objet qui est modélisé en 3D, on va chercher dans une base de données, ce qu'on ne faisait pas du tout dans la CAO, DAO précédemment, c'était pas du tout dans la pratique des architectes, c'était pas du tout dans la pratique du bâtiment, c'était dans la pratique du génie civil et des travaux publics depuis longtemps, parce qu'ils font du SIG depuis longtemps, de la géométrie sans même le savoir, et M. Jourdain avec la prose de Molière. Alors les métiers concernés, ils sont nombreux. Tous les métiers du bâtiment ou presque. Pourquoi j'ai mis ou presque? Parce que des métiers comme les peintres, par exemple, ou poseurs de moquettes, et encore, revêtement de sol, carrelage, on dit « Ah, ce sont des artisans, ils ne vont pas s'équiper avec des logiciels, ils ne vont pas utiliser une maquette numérique. » Peut-être. Peut-être, c'est pas la priorité. Ceci étant, ils sont intéressés pour des calculs de surface, de superficie, des choses comme ça. Bon, ils ont déjà leurs propres outils où ils font un calcul à la main, parce qu'ils ne sont pas tous équipés en numérique. C'est un Bégaud l'évoquait. Si on fait des liens, si la région Normandie fait des liens aussi forts entre la filière numérique et la filière BTP, c'est parce que dans le domaine du BTP, nombre de très petites entreprises ou d'artisans sont peu équipés et peu au fait des outils numériques. Et ça va leur poser très très vite des problèmes, parce qu'aujourd'hui, presque tout est géré en numérique. Pas simplement le travail au quotidien, mais c'est aussi la facturation, c'est aussi l'administratif, c'est aussi ces choses-là. C'est pas très très simple. Donc aujourd'hui, tous les métiers du bâtiment, ou presque, sont concernés par ce sujet-là. Tous les métiers liés aux infrastructures, j'ai mis des exemples comme le génie civil, les réseaux souterrains. Je suis en train de travailler actuellement sur un projet avec des entreprises qui, en France, sont des poids lourds de la pose de la fibre optique dans le sol, de préférence dans le sol, c'est mieux, et qui aujourd'hui commencent à utiliser l'information géographique, donc utilisent des cartes, parce que les maîtres d'ouvrage leur imposent, mais travaillent en 2D, et n'utilisent pas du tout de maquette numérique, alors qu'ils pourraient très très bien faire. Donc, on a un projet en cours, là, à titre professionnel, avec quelques entreprises pour développer ce côté-là, parce que tout ce qui est souterrain, bien évidemment, a vocation à être utilisé. Dans les discussions avec la ville de Montréal, hier, avant-hier, on évoquait la problématique des aqueducs, des égouts. Bah oui, typiquement, ça paraît naturel comme ça paraît évident, sauf que ce n'est pas encore tout à fait dans les pratiques. Mais on va y venir assez rapidement, et la géométrie a un rôle à jouer, donc tous les métiers liés à la géométrie, bien sûr, sont concernés. Et quand je dis concernés, c'est des acteurs extrêmement essentiels. Je veux dire, c'est incontournable, on ne peut pas faire autrement aujourd'hui. Il faut bien que tous les géomaticiens en prennent conscience, et là je parle aussi bien pour les géomaticiens du Québec que pour les géomaticiens français qui ont beaucoup de mal, qui sont extrêmement compétents les uns et les autres dans le domaine de la géométrie en tant que telle, mais qui ne mesurent pas forcément l'intérêt de travailler avec de la maquette numérique. Déjà, la modélisation 3D d'un territoire de surface n'est pas toujours acquise en tant que telle. Alors, la ville de Montréal a développé un niveau d'excellence sur le sujet, c'est ce qui m'avait attiré quand j'étais venu la première fois visiter la division, de voir que, contrairement à la France, on avait des professionnels qui s'intéressaient à ça. Maintenant, il faut franchir le pas suivant, qui va consister à travailler avec des maquettes numériques et à travailler de manière collaborative, même si, ici, le mode collaboratif, le mot collaboratif a une signification réelle et certaine. J'ai évoqué le cadastre en 3D, ça aussi, c'est quelque chose qui compte. Au Québec, c'est un sujet qui est développé entre autres à l'Université Laval, mais pas uniquement, ça intéresse lors des arpenteurs géomètres. En France, nous devons être 2 personnes, dont moi, plus une autre évidemment, qui travaillons sur ce sujet-là. On peut considérer qu'il y a un petit peu de retard sur ce sujet-là, et les services de l'État n'ont pas encore forcément compris l'intérêt, mais je pense que dans un siècle ou 2, ils y viendront.
tous les métiers qui sont liés à l'acquisition de la donnée, donc l'arpentage, le lidar, le scanner laser, les drones et d'autres encore, parce qu'aujourd'hui on reçoit un volume de données qui est énorme, qui fait qu'il va falloir de plus en plus traiter ces informations-là. Ce sont des informations qui sont systématiquement géoréférencées et qui vont rentrer pour alimenter des maquettes globales, partenariales, collaboratives. Il va falloir gérer tout ça. Donc tous ces métiers-là ont intérêt à avancer. Le font pour certains, vont le faire à un moment ou à un autre. Tous les métiers liés à l'urbanisme, au paysage, à l'environnement. Tous les métiers liés aux objets connectés. C'est pas quelque chose qu'on envisageait il y a quelques années. La géométrie, c'était la géométrie, le BTP, c'était le BTP, les objets connectés, on ne savait même pas ce que c'était. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont producteurs d'informations dans un bâtiment, sur une infrastructure, le réseau par exemple, on va utiliser de plus en plus d'objets connectés qui vont renvoyer une information qui sera une information géolocalisée et qui sera une information en 3 dimensions. Les métiers liés à l'exploitation de la maintenance, alors ça a été une révolution en France, c'est prendre conscience que quand on faisait la construction d'un projet de bâtiment, par exemple, ou d'une infrastructure linéaire, ça peut être une société d'autoroute, c'était intéressant d'associer dès le début avec une maquette numérique et avec un processus collaboratif d'associer les personnes qui font l'exploitation à la maintenance pour éviter qu'ils reçoivent à la sortie simplement des plans, souvent en PDF ou en DWG, et puis qu'ils se disent « mais pourquoi nous avons pas demandé notre avis pour tel aménagement, pourquoi nous avons... » il est trop tard, c'est construit, maintenant vous vous débrouillez, déjà soyez contents, vous avez donné les plans. J'ai fait une petite image parce que je me dis quand même, c'est quand même utile de rappeler un petit peu tout ça. Et puis un petit peu de visuel de temps en temps. On se met de la couleur parce que le texte, au bout d'un moment, on s'en lasse. Alors, problématique avec la géomatique, avec la maquette numérique des bâtiments, avec les maquettes numériques de l'infrastructure, ce sont des questions qui se posent d'interopérabilité et de format d'échange. Alors j'ai voulu faire un petit paragraphe là-dessus parce que en France, dès qu'on parle de BIM et de maquette numérique, on parle de format IFC qui est dédié au bâtiment et on parle d'interopérabilité. Alors, je suis un petit peu tatillon sur le vocabulaire, c'est ma formation initiale, parce qu'avant d'être géographe, j'ai été professeur de français, donc je fais un peu attention aux mots qu'on utilise. Et je m'inscris en faux sur l'usage d'interopérabilité avec les IFC. Pour moi, c'est un format d'échange. Très bien, très très important, essentiel, sur lequel travaille le GC entre autres. J'ai apprécié ce que disait Madame Guadreau hier sur le sujet. On a un format qui aujourd'hui va être un format ouvert, certes, mais ça reste un format d'échange. Alors il y a plusieurs types d'interopérabilité. Il y a ce que j'appelle l'interopérabilité démocratique. Voilà, c'est quand un éditeur essaye d'imposer son format en disant de toute façon, l'interopérabilité c'est moi, et si vous achetez mes outils, vous travaillez avec mes outils, vous allez voir, vous serez interopérable. Alors, on a parfois quelques surprises intéressantes à l'intérieur, même d'un éditeur, avec des problématiques de versionning, de versions différentes de logiciels. Je ne suis pas venu pour parler de ça. L'interopérabilité entre éditeurs. Et là, il se passe quelque chose aujourd'hui qui est assez récent. Vous avez entendu parler, je pense, du rapprochement, du partenariat entre la société américaine Esri et la société américaine Autodesk. Autodesk étant un des leaders dans le domaine de la CODAO et du BIM et de la maquette numérique, et Esri dans le domaine de la géométrie. Et ils ont décidé de faire un partenariat. Bon, j'ai mis 2 captures d'écran que m'a fourni la personne qui est en charge du sujet chez Esri France, juste pour dire que effectivement, c'est une forme d'interopérabilité, parce qu'ils ont fait des développements entre éditeurs. C'est assez significatif parce que ce sont 2 poids lourds. Attention, mon discours ne dit pas acheter l'Esri, acheter le Autodesk, c'est pas ça du tout. C'est pour montrer que le sujet préoccupe au plus haut point des éditeurs et que ce ne sont pas des problèmes uniquement technologiques, ce sont aussi des problèmes d'usage chez des utilisateurs. Là, en l'occurrence, c'est des données qui viennent de la ville du Havre, qui montrent une maquette numérique qui est incorporée dans une modélisation 3D. J'en ai une deuxième. Là, c'est sur un extrait de la ligne 16 du métro du Grand Paris, du futur Grand Paris Express, où on mélange à la fois, on met en commun à la fois de la cartographie et de la maquette numérique. Bon.
C'est plus que dans l'air du temps, si des poids lourds comme cela s'y intéressent, c'est qu'il se passe quelque chose. Alors ceci étant, l'interopérabilité réelle, pour moi, elle existe dans le domaine de la géomatique, et je pense qu'on a été les premiers à développer une véritable interopérabilité avec les serveurs spatiaux, où toute la donnée est vraiment décomposée dans un système de base de données relationnelles intelligent, qui fait qu'on est complètement affranchi des outils logiciels. On n'en est pas là sur le BIM et la maquette numérique. L'IFC reste un format d'échange intéressant, utile, qui continue à se développer dans le domaine des infrastructures, mais ça n'est pas, j'insiste, de l'interopérabilité pure et dure. Bon, après, je n'irai pas couper la tête de ceux qui utilisent le terme. Format d'échange, on a des choses assez courantes, hein, le DXF, PDF, SHP, qui sont devenus des formats d'échange de fait, des formats éditeurs à la base, des formats d'échange de fait. L'IFC, format d'échange des bâtiments et des infras, c'est en train de se développer dans le domaine des infras, et c'est un développement à l'échelle mondiale, hein. C'est pas simplement à l'échelle de la France, loin de là, hein. Le projet national d'Allemagne est une référence, mais c'est un développement à l'échelle mondiale. Le CityGML, qui est le format d'échange de la modélisation 3D dans le domaine de la géomatique, mais qui n'est pas compatible avec de l'IFC. Et un format qui est en cours de développement qui s'appelle l'InfraGML, qui est plutôt dédié infra. Et j'en dis un petit mot là-dessus, c'est extrait d'un rapport d'expérimentation du projet national d'Allemagne, dont j'ai eu connaissance cet été, hein, c'est très récent, juillet 2018, à partir d'un travail d'un stagiaire et d'un groupe d'experts, où une expérimentation a été faite sur les standards CityGML et InfraGML, pour expliquer un peu ce que c'était en tant que tel, et puis j'ai un petit tableau derrière, récapitulatif de ce que font les uns et les autres. Et c'est ça, la convergence qui est en train de se préparer. Et c'est bon, je pense que c'est à partir de là qu'on débouchera après sur l'interopérabilité entre ce qui se fait en géomatique et ce qui se fait dans le bâtiment et les infrastructures. Je ne vais pas détailler le contenu. Voilà. Alors, une petite diapositive sur les analogies, les différences, ça n'a pas valeur d'exhaustivité, mais pour montrer un petit peu ce que font les uns et les autres. On utilise des outils très techniques, des outils de spécialistes. En géomatique, oui et non. Pourquoi oui et non? Parce que oui, il y a toujours des outils de spécialistes pour faire de la cartographie, et non, parce que la technologie web, aujourd'hui, qui est développée, les flux web, qui ont été normalisés par l'OGC, ou un Quadro en parlait hier, à juste titre, font qu'on a une facilité d'utilisation qui fait qu'on n'a pas que des spécialistes, mais on a aussi des utilisateurs plus courants qui peuvent s'en servir. Dans le BIM et la maquette numérique aujourd'hui, hormis les visualisateurs, mais il faut quand même être un spécialiste pour s'en servir, ça reste des outils métiers. Démarche fédératrice, oui, dans la géomatique c'est connu depuis longtemps. Dans le BIM et la maquette numérique, ça se veut en tant que tel, mais c'est pas encore tout à fait ça. Il y a des métiers spécifiques à inventer. Dans la géomatique, oui, encore un petit peu. Le Data Chief Officer, c'est quelque chose qui arrive dans la gestion de la donnée, des choses comme ça. Dans le BIM et la maquette numérique, c'est en plein devenir, hein. On parle de BIM Manager, on parlera sans doute plus de BIM Manager dans quelques années, ça aura évolué. Voilà. Problème de format d'échange, on n'en a plus vraiment dans le domaine de géomatique, on en a encore pas mal dans le BIM et la maquette numérique. Problématique de la donnée qui est un enjeu majeur, bien sûr. Coût élevé d'acquisition des données, un peu moins dans la géomatique, parce qu'aujourd'hui, il y a une démocratisation qui se fait avec les photographies aériennes et ces choses-là. Mais c'est un enjeu majeur, et la question du coût des données dans le BIM et la maquette numérique est encore très prégnant aujourd'hui, ça coûte assez cher. Et puis il y a la problématique de la mise à jour, qui, elle, a des coûts récurrents. Les échelles d'observation, qui sont différents, mais qui existent des deux côtés. Le catalogage de données, qui est un des points forts de la géomatique, et qui n'existe pas encore dans le BIM et la maquette numérique. Et là, la géomatique a un vrai savoir-faire à transmettre. Permet l'analyse et l'aide à la décision, permet l'exploitation et la maintenance. Dans la géomatique, pas forcément. Dans le BIM et la maquette numérique, oui. Bénéfices attendus. Une meilleure compréhension d'un projet quand on est en process BIM, en maquette numérique, avoir une bonne compréhension du territoire. On n'est pas sur les mêmes échelles, mais on est sur des échelles complémentaires. Avoir des outils d'aide à la décision, réduire les coûts de la construction, c'est l'argument qui est souvent avancé pour le BIM et la maquette numérique. Diminuer les erreurs ou omissions de concession, j'aime bien le terme, hein, c'est diminuer, c'est pas les supprimer, on n'en est pas encore là, mais on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui, donc on considérera que c'est le côté du verre à moitié plein de diminuer, mais c'est vrai que ça permet des choses assez étonnantes en termes de conception et donc du coup d'économie.
améliorer la qualité de production, c'est avoir les données interopérables, réduire les délais d'exécution, une meilleure communication, la communication est essentielle des deux côtés, optimiser la maintenance et réduire ses coûts, la géométrie qui diffuse beaucoup de données en open data aujourd'hui. Voilà, ce sont des choses qui sont pour moi des bénéfices forts. Il y en a d'autres qu'on pourrait identifier, on pourrait largement compléter. Alors, cette diapositive de synthèse, je crois que je l'avais utilisée en 2016 quand j'étais venu faire cette présentation au colloque de la GNQ sur le BIM, justement la maquette numérique. Et puis j'ai un peu évolué sur le sujet. Donc, le SIG, au fil du temps, beaucoup travaillé, ça je ne vais pas vous l'apprendre, c'est quelque chose de prégnant et ça se voit beaucoup dans la pratique des professionnels. Et ce que j'ai vu et entendu hier déjà et sur les colloques précédents, on montre bien qu'au Québec, c'est quelque chose d'identique à ce qu'on fait aussi en France. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les infrastructures utilisent des données, donc je parle des infrastructures au sens génie civil, linéaire, réseau intérêt, etc. J'utilise systématiquement des données géographiques, le plus souvent sans le savoir, des données qui sont en 3D, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup de guidage d'engins. Et le volume de celui-ci est exponentiel parce que c'est du lidar, parce que c'est du drone, parce que c'est du UV laser. La construction, là je parle de bâtiments, elle a acquis une grande maîtrise, commence à maîtriser les objets intelligents, donc tout ce qui touche à la maquette numérique 3D. Donc aujourd'hui, il faut mettre en place entre ces différents métiers une transversalité, une gouvernance qui est en devenir et qui est importante, essentielle. Si ça ne se fait pas, on aura effectivement des outils, on aura effectivement des formats d'échange, on aura des données, mais la mayonnaise ne prendra pas. Et j'avais évoqué il y a 2 ans le fait de dire, je pense que la mayonnaise pourrait prendre à partir des infrastructures qui sont la partie intermédiaire peut-être entre le bâtiment et la géométrique. Et en fait aujourd'hui, je pense que ce n'est pas le cas. Je pense que c'est la géométrique qui peut servir de lien véritable et qui doit être moteur sur le sujet. Alors, un petit schéma quand même pour la collaboration versus fonctionnement en silo. Comme je suis au Québec, j'ai utilisé quand même une photo de silo qui vient du Québec. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons les mêmes silos en France. C'est vrai que quand j'ai fait cette image-là, je me suis dit, mais comment se fait-il que le SIG et la géomatique soient aussi dans un silo, alors que j'ai toujours dit que c'était et je ne suis pas seul à dire, que c'était un sujet extrêmement transversal. Ben oui, c'est extrêmement transversal, mais on ne parle qu'entre géomaticiens, et pas avec les autres métiers. Donc à partir de là, c'est un silo comme un autre. Alors après, pourquoi c'est du silo? Après, c'est une question de culture, c'est une question de pratique, de formation, d'habitude, les habitudes dans la vie dure. Pour le collaboratif, les habitudes dans la vie dure. Alors, avec le BIM, la maquette numérique et la géométrique, je me dis qu'on devrait pouvoir un jour arriver à ça, c'est un de mes rêves, arriver à construire ça. C'est quand même assez fort en maquette numérique, documentée et géoréférencée. Et puis essayer d'éviter ça parce que ça existe encore. Alors, avec une tablette, pas forcément avec un plan papier. Comme quoi, c'est pas un sujet qui est nouveau en tant que tel. Alors, pour conclure, je voudrais quand même faire un petit clin d'œil à la leçon de collaboratif parce que c'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui. Je vous disais, c'est pas nouveau dans l'industrie, c'est pas nouveau, c'est nouveau chez nous, on redécouvre la Lune en plein jour, tant mieux. Mais faisons-le tous ensemble. Et il est important que sur le terrain, la géomatique, elle, soit moteur sur le sujet, qu'elle aille vers les autres. Si elle ne va pas vers les autres, ce n'est pas les autres qui vont venir la chercher. J'ai un collègue avec qui je travaille régulièrement, qui est un entrepreneur qui est chez nous économiste de la construction, donc dans le bâtiment, un bâtiment pur et dur, il fait des calculs dans le bâtiment, qui s'intéresse beaucoup au BIM et à la maquette numérique. Il ne connaissait pas du tout la géographie, la géométrie, il ne la connaissait pas. Et plutôt que d'utiliser les systèmes de coordonnées qu'on a en France, lui, quand il veut positionner un bâtiment, il va aller chercher les coordonnées en longitude, latitude sur Google. Ouais, c'est une pratique comme une autre. Je lui ai expliqué qu'il y avait d'autres choses qui existaient, géométrique qui était un peu mieux. Et lui, quand je lui ai parlé de SIG, de géométrique, il me dit « Oh, pas de souci, tout ça va être intégré dans le bâtiment, ça va vite régler. » J'ai dit « Ouais, là. » Des moments comme ça, on a des grands moments de solitude. Et on se dit qu'il y a du travail à faire, mais je crois qu'il faut y aller. Je pense que si la géométrique n'est pas volontaire, c'est pas forcément le bâtiment qui viendra vous chercher. Par contre, eux, ils avancent de leur côté. Alors, petite anecdote, voilà. J'ai la même paire à la maison.
Ça, c'est ce que j'appelle, pour bien vous faire comprendre le principe du collaboratif, c'est ce que j'appelle des chaussures participatives. Vous avez tous, je crois, des chaussures participatives. Ça, ce sont des chaussures collaboratives. Je dois être le seul à en avoir une paire ici. Et pourquoi je prends cet exemple-là? Tout simplement parce que quand vous avez des chaussures participatives, vos orteils vont tous dans le même sens, ils n'ont aucun choix, aucune décision à prendre, il y a quelqu'un qui décide, c'est au niveau du cerveau, et vous y allez. Et quand vous tapez dans une porte, c'est globalement que vous avez mal au pied. Avec des chaussures collaboratives, on va aussi tous dans le même sens, parce que c'est le but du collaboratif, mais il y a une certaine autonomie qui permet qu'un orteil peut décider par rapport à l'autre de s'écarter un petit peu, tout en allant dans la même direction. Et je peux vous assurer que quand je tape dans une porte, je sais quel orteil a mal. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Aloïs. C'est toujours difficile de faire des signes pour l'arrêter. Oh oui. On peut prendre quelques questions. On a peut-être un petit 5 minutes pour les questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? N'hésitez pas. S'il vous plaît. Je reviens dans 2 ans. Bonjour, merci pour la présentation. Je voudrais savoir, est-ce que la maquette numérique est aussi des risques par rapport à un projet ou établir des risques qu'on peut pouvoir entreprendre lors de la conception d'un projet? Oui. Oui, complètement. La maquette numérique peut servir effectivement à ça également. Ce qui est important derrière, c'est que cette maquette numérique, il faut qu'elle soit construite avec des données qui soient des données fiables, qui soient des données qualifiées, des données documentées, j'insiste bien, ça je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais je fais une toute petite digression, mais c'est important que comme dans l'information géographique, on ait un catalogage des données, mais aussi des métadonnées, des informations sur les informations. Donc oui, la maquette numérique peut servir à ça, elle peut servir à plein d'usages derrière, à partir du moment où on sait quel usage on va en faire, on va savoir quelles données on va aller utiliser, quels outils utiliser, comment on va la construire, et comment on va après la partager, parce que le but il est là. Mais on peut faire, avec la maquette numérique, on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui. Je pense qu'il y a des usages qu'on n'imagine pas encore, actuellement, qu'on peut faire en tant que tel avec ça. Oui. Merci. J'aurais une dernière question. Est-ce qu'il y a des formations particulières qui se donnent en lien avec ça, ou est-ce qu'il y a un processus de formation qui a déjà été établi? Alors, oui, il y a des formations. Bon, j'ai vu qu'il y en a au Québec qui commencent à se développer. Nous, on en a régulièrement en France, alors à la fois à travers les écoles d'ingénieurs. On a la chance d'avoir une des meilleures écoles d'ingénieurs françaises qui est en Normandie. Ça ne doit pas être un hasard, de toute façon. Qui forment systématiquement ces ingénieurs en 5 années et qui les forment, quand ils sortent, ils sont tous pas des experts, parce que ce sont de jeunes ingénieurs, mais ils ont une qualification sur le processus BIM et sur la maquette numérique en tant que telle. Et les grands groupes, ce qu'on appelle les majors en France, que sont les Bouygues, les Eiffage, les Vinci, les Aegis, etc., viennent débaucher systématiquement, avant qu'ils aient fini leurs études, viennent débaucher ces jeunes-là parce qu'ils ont un besoin criant de compétences. Et puis il existe aussi, ça on l'a développé également en France, un peu en Normandie, j'ai participé par exemple à l'établissement de 2 MOOC, qui sont des enseignements à distance, sur une problématique de l'utilisation de la maquette numérique pour la rénovation énergétique par exemple. Parce qu'une maquette numérique, c'est pas simplement de la construction nouvelle, c'est aussi et surtout tout ce qui touche à la rénovation des bâtiments, la rénovation des infrastructures, ces choses-là. Oui, il y a des choses comme ça qui se mettent en place en tant que telles. Mais là, je pense que vous pouvez vous renseigner aussi sur les acteurs qui sont là. Il y a un CGF qui fait ça, il y en a d'autres qui font ça. Je pense que c'est utile. Donc il y a à la fois, et je terminerai là-dessus pour la réponse, mais il y a à la fois des formations qui sont des formations techniques aux outils, donc apprendre à manipuler, à structurer une base de données derrière, tout ça. Et là, je pense que quand on a manipulé des outils géométriques, on a déjà une philosophie de base sur le sujet. Et puis, il y a le processus lui-même. Parce que c'est quand même une évolution culturelle forte, pour utiliser un terme un peu courant maintenant, c'est une disruption, c'est aussi fort, mais en beaucoup plus rapide que lorsqu'on est passé de la table à dessin à AutoCAD. Petite question, Hervé. Les donneurs d'ouvrages en France, publics ou privés,
Est-ce qu'on commençait à y aller avec leur exigence de BIM ou si relativement... Alors, on a parlé à une époque en France, ça a fait Flores, on a parlé d'une obligation réglementaire en 2017 qui devait venir de l'État et obliger tous les maîtres d'ouvrage, comme en Angleterre, qui était au 1er janvier 2016, je crois, à imposer que tous les ouvrages publics, au sens infrastructure, au sens large, soient gérés en process BIM et en maquette numérique. Voilà, ils en ont fait une obligation réglementaire. On a parlé de la même chose en France en 2017 et heureusement, ça ne s'est pas fait. Alors c'est vrai qu'en France, il y a un certain nombre de choses qu'on a du mal à faire si on n'a pas une obligation derrière. C'est très français, ce mode de fonctionnement. Ceci étant, c'était bien que ça n'ait pas été le cas parce qu'on avait un risque, on l'a eu dans d'autres domaines, c'est qu'on ait une réglementation qui vienne directement d'experts nationaux qui ne sont pas forcément au fait de toutes les problématiques de terrain et qui nous imposent des contraintes qui soient inapplicables. Ça, on en vit régulièrement. Donc ça ne s'est pas fait, mais par contre, ce qui est en train de se faire, c'est qu'il y a eu une prise de conscience que pour avancer sur le sujet, il fallait avancer tous ensemble et il fallait monter en compétences tous ensemble. Alors il y a des organismes publics, des équivalents des municipalités, ce qu'on appelle les collectivités territoriales chez nous, les maîtres d'ouvrage publics. La Société du Grand Paris, par exemple, qui est l'organisme qui gère le plus gros projet constructif en Europe aujourd'hui, qui est le Grand Paris Express, qui est le futur métro automatique qui va entourer Paris et relier les différents centres de la capitale, les différents endroits de la capitale. Eux, ils l'imposent dans leur cahier des charges. C'est-à-dire quand ils font un cahier des charges et qu'ils lancent un appel d'offres pour choisir un prestataire pour donner un mandat, ils demandent systématiquement à ce que ce soit en processus collaboratif et qu'il y ait la fourniture d'une maquette numérique à la sortie. Donc on se retrouve finalement à avoir une obligation de fait, mais qui se fait petit à petit et qui ne se fait pas de manière réglementaire. Je pense qu'un jour, il y aura peut-être une réglementation, mais elle s'appuiera sur les pratiques. Et les pratiques, c'est aussi du système essai-erreur. C'est comme ça quand on va sur quelque chose de nouveau. Merci. Merci beaucoup.